Parfait. Bon, bonjour et bienvenue à tous. Moi, je suis Vincent Biret, je travaille de Montréal, au Canada. Je suis développeur chez Microsoft sur les SDK du Microsoft Graph. Et aujourd'hui, on va parler de la conception d'applications réactives avec les notifications, et notamment les notifications riches. J'espère que jusqu'à présent, vous avez eu une bonne journée au bootcamp. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions dans le chat, parce qu'on a un effectif réduit. Donc mes slides sont en anglais pour l'instant. J'ai pas eu le temps de les traduire forcément, mais bon, ça devrait être facile à comprendre et à traduire vers le français. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des notifications, ce qu'on appelle les change notifications en anglais, qui sont les notifications de changement ou les notifications d'activité, comme elles ont été traduites en français, j'imagine. Et on va faire un deep dive justement sur celles qui contiennent des données, parce qu'en fait, on a deux types de notifications de changement. On en a certaines qui font juste vous dire « Hey, il y a quelque chose qui a changé dans le graphe ». Et puis après, il faut vous envoyer des requêtes pour savoir qu'est-ce qui a changé et obtenir les données. Et on a une nouvelle version de ces notifications qui, en plus de vous dire que quelque chose a changé dans le graphe, vous dit voici ce qui a changé, voici les données qui ont changé. Comme ça, vous n'avez pas besoin de rappeler le graphe et de faire tout un tas de danses en termes d'authentification et d'autorisation. C'est beaucoup plus rapide pour vous, beaucoup plus fiable et aussi beaucoup plus facile à utiliser d'une certaine manière. Une fois qu'on aura expliqué les concepts et comment ça fonctionne, on fera une démonstration pour vous montrer du code et puis après on arrivera vers la conclusion, les questions, etc. Et n'hésitez pas à poser des questions, surtout quand je ne présente pas les slides, parce que comme ça je vois le chat en même temps. Quand je présente les slides, le chat est masqué pour moi. Et oui, voilà, ça se veut une session interactive. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, c'est l'intérêt d'un bootcamp. L'autre information que je voulais vous donner, c'est que les slides seront poussés sur SlideShare après la présentation. Donc, pas la peine de faire des copies d'écran, hein, je vais vous sauver du temps là-dessus. Et le code est déjà en ligne sur GitHub. Donc là-dessus, pas la peine de stresser non plus. Vous aurez accès au code après la présentation pour pouvoir jouer avec ou même en copier une partie vers vos applications si vous en avez besoin. L'autre intérêt, c'est que le code que je vais vous montrer est en .NET, mais il y a une version aussi en Node.js en JavaScript et en Java avec Spring. Donc, si jamais vous utilisez un autre langage, vous avez d'autres exemples équivalents pour ces langages-là au besoin. Donc, si on fait un récapitulatif pour commencer avant tout avec les notifications de changement, celles qui existent depuis des années dans le graphe et qui sont là depuis dans le graphe. Donc, les besoins qu'on voit généralement chez les clients et chez les partenaires, c'est de déclencher quelque chose basé sur des changements qui apparaissent dans le graphe. Donc, quelque chose a été créé dans le graphe, ou quelque chose a changé, ou a été mis à jour dans le graphe, ou quelque chose a été supprimé dans le graphe, et on veut, sur ce genre d'événement, déclencher quelque chose dans notre application, que ce soit envoyer des notifications push à un utilisateur, pour tout ce qui est, j'ai envie d'envoyer des alertes, j'ai un workflow de productivité, j'ai des choses qui sont automatisées et je veux que l'utilisateur soit engagé dans l'application, etc., etc. L'autre type de besoin qu'on a généralement, c'est tout ce qui est analyse des données. Donc, pour tout ce qui est prévention de perte de données et prévention de fuite de données, pour tout ce qui est intelligence artificielle, on veut pouvoir être notifié que quelque chose a changé dans le graphe, aller chercher ces données-là et les analyser pour savoir si c'est conforme aux stratégies de la compagnie ou quoi que ce soit. Un autre cas tout bête aussi, c'est pouvoir rafraîchir l'interface utilisateur. Aujourd'hui, on est habitué avec les applications web progressives à avoir des applications qu'une fois qu'on les a ouvertes, si on affiche des données dessus, les données vont se rafraîchir automatiquement. On n'a pas besoin de faire F5 tout le temps pour avoir accès à ces nouvelles données. Et ce sont des genres d'expériences auxquelles les usagers sont habitués, ou même ils s'attendent à ce que ça marche comme ça maintenant. Ils ne veulent pas avoir à rafraîchir l'interface usager. Par contre, alors, il y a deux façons de gérer ça. Il y a la façon où les données se rafraîchissent automatiquement et puis l'utilisateur n'a rien à faire. Ça, c'est une première façon de faire.
et c'est peut-être la meilleure expérience d'une certaine manière. Et il y a ce dont on est habitué, surtout sur les périphériques de type touch ou de type mobile, où on a un espèce de drag and drop qui se fait, ça rafraîchit et on voit les nouvelles données s'afficher. Donc c'est généralement les deux patterns qu'on voit dans les applications. Et puis il y a tout un tas d'autres raisons pour lesquelles on voudrait pouvoir observer des changements dans le graphe et déclencher un comportement dans notre application basé sur ces changements-là. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de pouvoir observer des changements dans le graphe. Donc, comment on peut faire pour observer des changements en graphe? Si on n'utilise pas les notifications de changement, ce qui est une mauvaise idée, ou des fois on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas le support pour cette fonctionnalité sur ce type d'API ou sur ce type de données, et ben, la première chose qu'on peut faire, c'est de manière régulière aller poker le graphe et lui dire « Hey, est-ce que tu as des nouvelles choses pour moi? Hey, est-ce que tu as des nouvelles choses pour moi? Hey, est-ce que tu as des nouvelles choses pour moi ?» Et le problème de faire ça, c'est que la plupart du temps, quand on poke le graphe, il n'y aura rien qui sera passé. Donc, on va faire du trafic sur le réseau, on va potentiellement avoir à faire de l'authentification, de l'autorisation, pour au final obtenir aucun résultat. Ça fait beaucoup de requêtes et de trafic sur le réseau pour rien au final, quoi. Et de temps en temps, généralement moins de 10% des cas, on aura un autre usager quelque part ailleurs, soit dans Office 365, soit dans une autre application custom, qui aura fait une action et qui aura déclenché un changement dans l'état des données. Et là, effectivement, dans ce 5 à 10% des cas, on aura des nouvelles données à exploiter et à afficher à l'usager. Donc, encore une fois, ça fait 90% de pertes. Et ce qui va se passer quand vous allez avoir beaucoup d'usagers ou beaucoup de trafic, c'est qu'à force de dire au graphe « Hey, est-ce que tu as des nouvelles données pour moi ou pas ?» Et à un moment donné, le graphe va dire « Hey, lâche-moi là un peu, j'en ai marre, tu m'envoies trop de requêtes, ça va déstabiliser mon service parce que derrière, en fait, les requêtes, elles sont pas… Enfin, ça prend des ressources pour y répondre, ça ne se fait pas magiquement, ça prend du CPU, ça prend de la mémoire, ça prend du spin sur le disque, etc. Et pour protéger le service, Microsoft, on est obligé de dire à un moment donné, stop, tu m'as envoyé trop de requêtes, maintenant tu vas attendre et je vais t'autoriser à envoyer des requêtes que dans 30 secondes, 1 minute, 10 minutes, etc. Et ça va faire une mauvaise expérience pour les usagers parce que leur application, en effet, elle va arrêter de fonctionner. Donc, généralement, il vaut mieux éviter d'aller régulièrement envoyer des requêtes au graphe et il vaut mieux s'abonner à des notifications de changement qu'on va voir par la suite. Alors après, on comprend bien que cette fonctionnalité-là ou cet ensemble de fonctionnalités n'est pas disponible partout et c'est là qu'on vous engage à aller sur User Voice et à aller dire « Hey, il n'y a pas de notification de changement pour telle entité dans le graphe ou pour telle autre entité. On voudrait les avoir parce qu'on en a besoin. » Et monter un business case là-dessus pour que les équipes produits se mettent à implémenter la fonctionnalité. Donc, la bonne façon de le faire, quand c'est possible, c'est d'utiliser les change notifications ou les notifications de changement dans Microsoft Graph. Donc, comment ça fonctionne ça à assez haut niveau? Vous allez avoir un usager A qui va utiliser votre application. Et à ce moment-là, parce que vous voulez recevoir des nouvelles, des notifications, parce que quand il y a des choses qui changent dans le graphe pour pouvoir rafraîchir le UI, pour pouvoir faire d'autres choses derrière, vous allez créer une souscription. Dans cette souscription, vous allez envoyer pas mal d'informations. Vous allez dire, je veux m'abonner à telle entité ou à telle information et à tel type de changement. Mais vous allez aussi envoyer une information qui est, quand il y a un changement, envoie-moi les informations à telle adresse. Et en fait, par défaut, les notifications de changement dans le Microsoft Graph vont avoir besoin d'un endpoint qui est disponible publiquement pour pouvoir vous donner les changements et pour pouvoir, à chaque fois qu'il y a un changement, vous donner l'information qu'il y a eu un changement qui s'est passé. Donc vous, ça va vous demander d'avoir un endpoint disponible en HTTPS publiquement pour pouvoir recevoir ces notifications. Donc ça demande un peu soit de configuration d'infrastructure, soit un peu de déploiement dans le cloud, dépendamment de comment vous bâtissez votre application. Mais une fois que vous avez ça bâti, vous allez être capable de recevoir des notifications du Microsoft Graph. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Votre application elle attend, votre usager sur la gauche, il est en train d'utiliser son application normalement. Et ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, un usager va, je sais pas, envoyer un mail ou faire une action qui va déclencher un changement d'état sur les données qui sont dans le Microsoft Graph, données auxquelles vous êtes abonné pour tel type de changement d'état. Okay, par exemple, dans ce cas-là, c'est envoyer un mail.
ce qui va se passer, c'est que le Microsoft Graph va automatiquement envoyer une notification à votre application qui va contenir des informations du genre il y a quelque chose qui a changé dans l'état des données. Voici la donnée, l'identifiant ou l'URL de la donnée qui a changé. Et voici le type de changement. Il va envoyer tout ça à votre application. Et votre application, en retour, elle va devoir aller obtenir ces données, aller obtenir ce changement pour savoir qu'est-ce qui a changé et pour pouvoir faire ce qu'elle a besoin de faire par la suite. Aussi, parallèlement à ça, il faut bien comprendre que ces souscriptions, elles sont valides dans la plupart des temps pour 3 jours au maximum. Il y a certaines souscriptions ou certains types de données qui sont valides pour plus court que ça, 1 heure ou 4 heures, dépendamment des choses qui sont sensibles. Mais la plupart des souscriptions sont valides pour un maximum de 3 jours. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tous les 3 jours, il faut que vous ayez un processus qui est renouvelé la souscription. C'est juste un patch en disant, voilà, j'ai ma souscription avec tel ID, je veux qu'elle soit étendue jusqu'à telle date, et c'est tout. Ça ne prend pas beaucoup de requêtes, mais il y a besoin de le faire. Et l'avantage de cette architecture par rapport à la précédente, qui est de dire je vais envoyer des requêtes continuellement au Microsoft Graph, c'est que vous avez beaucoup moins de requêtes à envoyer au Microsoft Graph, et ça va vous permettre vous d'économiser en processing de votre côté sur votre application. Microsoft Graph aussi d'avoir moins de requêtes et d'aller-retour, et d'être notifié quasiment en temps réel de ces changements. Le problème, donc ça c'est des notifications de type classique, et encore une fois, elles contiennent l'information que quelque chose a changé à une place donnée, mais elles ne contiennent pas les données qui ont changé avec elles. Et le problème que ça a introduit maintenant, si on parle de haute volumétrie, c'est que cette étape 5, là, qui est entourée en rouge, il va falloir aller obtenir les données. Et ça, si vous recevez beaucoup de notifications, à un certain moment donné, ça va poser problème parce que vous allez envoyer beaucoup de requêtes au Microsoft Graph. Et des fois, vous allez recevoir des changements auxquels vous n'êtes pas forcément intéressé. Par exemple, vous êtes intéressé que pour les mails qui ont été lus. Et on vous envoie, quand vous vous abonnez aux mises à jour des courriels, on vous envoie toutes les mises à jour des courriels. Donc, si l'usager, par exemple, ajoute un flag sur le mail ou change la catégorie du courriel, etc., vous allez recevoir ces notifications-là aussi. Donc, il va falloir faire tous ces allers-retours pour au final vous en rendre compte que le courriel en question, il a juste été changé de catégorie, ça ne vous intéresse pas. Et encore une fois, ça fait beaucoup de requêtes qui peuvent poser problème, qui peuvent, à haute volumétrie, ralentir votre application et ralentir Microsoft Graph aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on a introduit, il y a plus d'1 an maintenant, les notifications de changement avec les données. Et donc, ces notifications de changement, elles sont un peu différentes, et je vais en détailler le fonctionnement. La manière dont ça fonctionne, c'est que vous allez créer une souscription comme tout à l'heure, mais au moment où vous allez créer votre souscription, vous allez générer un certificat. Et ce certificat va vous servir à chiffrer et déchiffrer les données. Et donc, au moment où vous créez cette souscription, vous allez envoyer la clé publique, c'est très important, pas la clé privée, la clé publique de ce certificat. De la même manière, Microsoft Graph va valider le endpoint que vous fournissez pour recevoir les notifications. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où quelqu'un va effectuer une action ou va changer l'état des données, vous allez recevoir une notification, mais cette notification, elle va non seulement contenir l'information et quelque chose a changé, mais elle va aussi contenir les données qui ont changé. Donc, non seulement vous allez recevoir, il y a ce courriel qui a été créé ou il y a ce courriel qui a été mis à jour, mais en plus, vous allez recevoir les données du courriel en question avec le titre, le contenu, enfin, ce qui a été changé, grosso modo. Et vous allez utiliser, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces données, elles ont été chiffrées par contre. Elles ont été chiffrées en utilisant la clé publique que vous avez fournie au départ. Et il y a toute une mécanique que je vais détailler par la suite qui va vous permettre de déchiffrer ces données-là et vous assurer que vous pouvez être uniquement les seuls à avoir observé ces données-là, qu'elles n'ont pas été modifiées par un tierce party et que vous n'avez pas besoin de rappeler le graphe pour avoir accès à ces données-là. Et toujours, ça ne change pas, vous allez avoir besoin de renouveler vos souscriptions périodiquement pour vous assurer qu'elles n'expirent pas et que vous continuez à recevoir les données quand elles sont changées. Donc, encore une fois, on peut observer là que maintenant, j'ai directement les données et j'ai plus besoin de rappeler le graphe pour savoir qu'est-ce qui a changé, enfin, pour savoir quel est le contenu du changement et évaluer si j'ai besoin de faire quelque chose ou pas.
Donc, il y a plusieurs étapes à prendre quand on reçoit une notification de type riche. La première, c'est que cette notification, elle va avoir des tokens de validation qui vont être attachés à ça. Ça va vous permettre de savoir que la notification vient bien du Microsoft Graph et qu'elle n'a pas été émise par un tierce partie. Ces tokens de validation, ce sont des tokens JWT ou JWT, donc JSON Web Token. Et qu'est-ce qu'ils vont contenir? Ils vont contenir tout un tas d'informations qui ont été signées par Azure Active Directory et qu'il va vous falloir valider pour vous assurer que la notification est valide, qu'elle vient bien du Microsoft Graph et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui essaie de poker votre endpoint en essayant de faire des choses. Parce que ce qu'il faut bien comprendre comme différence, c'est que votre endpoint, il est disponible publiquement. Il n'y a pas d'authentification mise en place ni quoi que ce soit. Donc, rien n'empêche à quelqu'un d'autre qui n'est pas le Microsoft Graph, qui aurait découvert cette URL pour une raison X ou Y, d'envoyer des payloads en disant bon, je vais essayer de faire à l'application ce qu'elle fait quand elle reçoit quelque chose sur cet endpoint. Et la différence entre les notifications classiques et les notifications avec données, c'est que dans les notifications classiques, à chaque fois que vous recevez une notification, vous avez besoin de rappeler le graphe. Donc, à un moment donné, si quelqu'un joue avec votre endpoint et vous envoie des notifications qui sont fausses, qui ont été forgées, et que vous rappelez le graphe et que vous ne trouvez pas de données ou vous ne trouvez pas de changement, votre application elle va automatiquement, ou elle devrait être conçue de manière à se dire non, en fait, j'ai reçu une notification, mais j'ai pas trouvé de données correspondantes ou j'ai pas trouvé de changement, donc je fais rien, je m'arrête là. Par contre, si on parle des notifications avec données, vu que vous ne rappelez pas le graphe, c'est vraiment important de vous assurer que ces notifications elles viennent bien du graphe et pas d'un acteur tierce partie, pour pas que votre application commence à faire des traitements ou commence à faire des choses, comme, je sais pas, notifier vos usagers ou aller changer un état de données dans votre back-end ou quoi que ce soit, alors que les notifications ne viendraient pas du graphe. Donc c'est pour ça qu'on a ce mécanisme-là de token de validation, et c'est aussi pour ça qu'on a les autres mécanismes que je vais expliquer derrière. Donc encore une fois, vous allez recevoir cette notification, en plus d'être une notification classique, elle va avoir ce champ qui est Validation Tokens, qui sont des jobs derrière, et en fait, vous pouvez utiliser des librairies pour valider l'origine. Vous allez valider l'issuer, l'audience, la lifetime, donc le not before et expiration, qui vont vous permettre de comprendre que ce token est toujours valide dans le temps, et ce qu'il a été bien signé avec les clés d'origine. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez deux résultats. Soit les tokens sont valides, et auquel cas vous pouvez continuer à faire le traitement de la notification, soit ils ne sont pas valides, et là il faut s'arrêter tout de suite, parce que c'est des tokens qui ont été forgés ou réutilisés, et ça ne vient pas du Microsoft Graph, etc. C'est que maintenant vous allez avoir les données à déchiffrer, et ces données, il faut bien comprendre qu'elles sont chiffrées de deux manières. En fait, on utilise une clé, on utilise une clé symétrique pour chiffrer les données, et après on utilise la clé publique que vous nous avez donnée pour chiffrer cette clé symétrique. Et cette clé symétrique, elle peut être utilisée pour plusieurs notifications, mais bien souvent, en fait, elle est utilisée juste pour la notification en question, et c'est une clé jetable en quelque sorte. Donc, il y aura un premier champ qui s'appelle le data key. La première chose à faire, c'est de le décoder parce qu'il est encodé en base 64. Et une fois qu'il a été décodé en base 64, vous allez prendre la clé privée de votre certificat que vous avez généré et vous allez déchiffrer cette clé-là. Et là, à un moment donné, vous allez avoir accès à cette clé symétrique pour faire les étapes suivantes. Donc, repérez bien les couleurs que j'utilise. La clé rouge, c'est la clé symétrique. La clé noire, c'est la clé asymétrique privée. La clé bleue qu'on a vue tout à l'heure, c'était la clé asymétrique publique de votre certificat. Et on va manipuler ces clés dans les étapes suivantes. Donc maintenant, vous avez cette clé symétrique. La troisième étape à effectuer, c'est de valider les données et la signature des données pour s'assurer que personne n'a joué avec les données et personne n'est en train d'essayer de vous faire d'avoir trafiqué des données, d'avoir trafiqué une notification qui était passée par avant et de vous l'envoyer pour essayer de la faire passer quand même. Donc, c'est bien important de valider la signature des données. Donc là, vous avez le champ données qui contient les données en tant que telles. Pareil, il va falloir le décoder de base 64. Maintenant, vous prenez la clé symétrique que vous venez de déchiffrer à l'étape précédente. Vous faites un hashmap dessus et vous prenez le champ data signature et pareil, vous faites un base 64 décode dessus et vous comparez. Normalement, à cette étape-là, vous devriez arriver à des résultats qui sont identiques. Donc,
entre la signature des données que nous, le Microsoft Graph, on vous a fournie et la signature des données que vous, de votre côté, vous avez calculée, vous devriez arriver à exactement la même valeur. Si c'est le cas, vous pouvez continuer à aller à l'étape d'après. Si ce n'est pas le cas, là, il faut s'arrêter tout de suite et essayer de comprendre pourquoi on a reçu des données avec des signatures qui ne sont pas valides. Ça pourrait être une indication que quelqu'un essaie de jouer avec votre endpoint pour lui faire accepter des choses qui ont été forgées. Donc voilà, donc première étape, validation des tokens. Deuxième étape, décryption de la clé symétrique. Troisième étape, validation de la signature des données. Et une fois que vous avez fait ça, la dernière étape qui reste, c'est de déchiffrer les données. Donc on a encore une fois le champ data qu'on a eu tout à l'heure. On a encore une fois décodé ça de manière avec un base 64 décode. On a encore notre clé symétrique qu'on a décodée à l'étape 2. Et on va prendre ça, on va faire un AES decrypt. Et là, on a accès aux données qui sont en JSON, qui sont la représentation des données telles qu'elles seraient sur Microsoft Graph si vous aviez fait la requête sur Microsoft Graph, et qui vont vous permettre d'accéder aux données, de voir ce qu'il y a dedans, si ça vous intéresse ou pas, et puis de faire les changements sans avoir rappelé le Microsoft Graph. Donc c'est ça qui est super intéressant. Alors j'ai bien compris que ça peut être un peu nébuleux et un peu complexe, toutes ces notions de chiffrement, déchiffrement, validation des signatures, etc. Et c'est pour ça qu'on a du code qui montre comment c'est fait aujourd'hui. Et on a comme prévision de l'ajouter dans les SDK du graphe. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça fait partie des plans. En termes de ressources, qu'est-ce qui supporte les notifications de type riche ? On a deux types d'entités aujourd'hui qui supportent les notifications de type riche. On a les messages de chat ou de channel Teams, donc tout ce qui se fait dans Teams et qui soit des discussions entre une ou plusieurs personnes directement, ou que ce soit dans des channels aussi, qui sont disponibles de manière générale. Donc si vous avez besoin de l'utiliser en production, vous pouvez y aller. Et on a la présence Teams, donc est-ce que je suis disponible, pas disponible, quel est mon statut de disponibilité, pourquoi, etc., qui sont disponibles de manière en preview, en version d'essai, pour vos applications, donc pas encore prêt pour la production, mais qui devraient arriver en production d'ici peu. On a d'autres entités qui vont être disponibles de manière prévisionnelle dans les prochains mois, mais bon, ça vous le verrez dans les prochaines annonces qui seront faites bientôt. Et ce que je n'ai pas dit au départ, c'est que les notifications de type classique, donc celles qui ne contiennent pas les données, qui vous donnent juste l'information que quelque chose a changé, on a plus d'une vingtaine d'entités qui sont supportées aujourd'hui, que ce soit les UAG, les groupes, les événements sur les calendriers, les messages, enfin les courriels, etc., etc. Et si jamais vous voyez des entités dont vous avez besoin d'avoir des notifications qui supportent soit pas les notifications basiques, soit pas les notifications avec données, n'hésitez pas à aller sur microsoftgraph.uservoice.com pour aller soit upvote une idée qui existe déjà, soit pour aller créer une nouvelle idée si jamais ça n'existe pas déjà, et expliquer pourquoi vous avez besoin de ce type de support pour ce type d'entité, quel scénario ça vient supporter, etc. etc. Donc je vais passer à la démo du code. Avant de passer à la démo du code, je vais juste aller vérifier s'il y a des questions dans le chat. Merci Adrien d'avoir mis le lien vers User Voice. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Il n'y a pas de questions pour l'instant, tu peux continuer. Ok, parfait. Alors, donc ici, vous devriez voir Visual Studio, et si je pousse ça, vous devriez voir ngrok. Par contre, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je débug quelque chose de manière locale, donc le code tourne sur mon ordinateur ici à Montréal, là, et cet ordinateur, par défaut, il n'est pas disponible de manière publique, donc il n'y a pas d'adresse web disponible de manière publique. Donc j'utilise cet outil qui s'appelle ngrok, qui est un reverse proxy en fait, qui me permet d'exposer un port sur mon ordinateur de manière publique pour que le graphe puisse l'appeler de manière publique et puisse le trouver et délivrer les notifications à cet endpoint.
Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que vous dites à cet outil, et ça c'est tout expliqué dans le repository que je vous enverrai à la fin, vous dites à Ngrok, je veux utiliser et exposer ce port-ci, et puis lui, il vous donne une adresse temporaire que vous pouvez utiliser de manière publique avec un certificat qui est valide. Donc c'est très utile, soit pour les notifications de changement qu'on vient de voir, enfin qu'on est en train de voir en ce moment, mais si vous faites du développement web, avec des applications web, etc., pour juste, pendant que vous êtes sur un appel avec quelqu'un pour qu'il puisse essayer l'application et cliquer à droite à gauche, ça peut être aussi très, très utile. C'est un outil qui est gratuit. Je vous conseille de l'utiliser si vous en avez besoin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, dans un premier temps, ici, dans les propriétés de mon projet. Non, pas comme ça. Dans les propriétés de mon projet et pas de ma solution. Je suis allé voir quel est le port par défaut qu'il utilise quand je suis en mode debug. Donc ça, c'est le 19742. Et après, je suis retourné ici dans Ngrok en disant Ngrok HTTP, le numéro de mon port, et ça m'a permis d'avoir cette URL temporaire. Là, j'ai un petit serveur qui tourne, qui fait le suivi des ports en question localement. Donc ça, c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les app settings ici, .json, et vous inquiétez pas, après la session, j'irai supprimer ce secret-là. Et je suis allé justement mettre à jour mon URL Ngrok pour que le graphe me rappelle. Je suis allé dire je suis intéressé pour les événements de type création et mise à jour pour les messages qui sont postés dans ce channel-là. Donc ça, c'est l'adresse sur le graphe de ma team en question, et ensuite du channel en question que je vous montrerai pour la suite. Et je lui ai dit, tu vas avoir besoin d'utiliser telle permission que j'ai donnée à mon application, et tu vas avoir besoin d'inclure les données avec les notifications. Je ne veux pas juste la notification que quelque chose a changé, je veux aussi la notification, enfin je veux aussi le contenu qui a changé. J'ai utilisé le client ID, le client secret, etc. Tout ça est configuré pour moi. Et tout ça, encore une fois, est expliqué pas à pas dans les exemples de code et dans les repositories. Donc, je l'ai fait en avance parce que je pense que ce n'est pas super intéressant pour vous de me voir cliquer et copier des valeurs à droite à gauche. Et encore une fois, vous avez l'explication pas à pas. Mais je pense que c'est plus intéressant pour vous de voir le code et comment il fonctionne. Donc la première chose qu'on va voir ici, je vais vous montrer ce que fait l'application, et après je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer mon application en mode debug. Ici, ça prend quelques secondes, surtout quand on partage son écran sur Teams en même temps. Output, ici. Ok, donc je devrais être prêt normalement. Donc si je charge mon application ici, toujours un petit peu de temps quand on partage son écran sur Teams. Donc ici, j'ai cet écran de bienvenue qui m'explique un peu comment Sample fonctionne, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous utilisez le graphe, vous avez une application qui permet de dire oui, je suis telle application et je veux avoir accès à telle chose et pouvoir faire telle chose. Mais cette application, elle peut parler au graphe dans deux contextes. Elle peut parler au graphe dans un contexte délégué et elle peut parler au graphe dans un contexte app only. La notion de délégué, c'est que le contexte en question représente à la fois l'application et l'usager. Je suis l'application X qui représente l'usager John, et en tant qu'application X qui représente l'usager John, je veux pouvoir faire telle ou telle affaire. Le contexte app only ne va représenter que l'usager en question, on va dire je suis l'application X et je veux faire telle affaire. Donc ce sont des contextes qui sont un peu différents. Généralement, on utilise un contexte délégué quand l'usager est en train d'utiliser l'application, et on utilise un contexte app only quand c'est plutôt du back-end qui vient analyser les données, qui n'a pas besoin d'interaction usager ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un peu ce que vous explique la page en question. Et ce que ça va vous permettre de dire, c'est que ce sample-là, il fonctionne avec les deux types de contextes. Soit vous voulez tester ça en tant que délégué, donc vous allez pouvoir vous authentifier avec votre tenant ici en cliquant sur Sign In, et après créer la souscription. Soit si jamais vous voulez juste utiliser le app only, ce qu'on va faire dans ce cas-là aujourd'hui, vous pouvez directement créer la souscription en tant qu'application uniquement, et il n'y a pas de notion d'usager en train d'utiliser l'application aujourd'hui. Donc là, ce que je fais, c'est que je crée ma souscription. Je vous montrerai le code par la suite. Et donc là, il me dit, oui, j'ai bien créé ta souscription. Voici l'idée de ta souscription. Voici ce que tu es en train d'observer. Et voici le type de changement que tu es en train d'observer.
Et là, ce que je vais aller faire, c'est que directement, je vais aller juste regarder les notifications pour voir les notifications qui arrivent. Donc maintenant, si je switch dans Teams ici, et si je crée un nouveau message, on va voir que directement derrière, j'aurai ma notification ici qui sera apparue et qui sera visible avec le contenu. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que... non, c'est pas ça. Ce que vous voyez ici, c'est que en fait, j'ai, je vais mettre plus grand, hop là, plein d'informations aussi qui m'ont été données. Tac, tac, tac. Donc j'ai non seulement la notification quelque chose a changé, mais j'ai tout le message, j'ai tout le corps du message ici. J'ai l'URL du message. Si jamais quelqu'un a besoin de cliquer sur l'interface pour accéder au message directement, j'ai cette URL là. J'ai qui est-ce qui a posté ce message là. J'ai le contenu du message en question et j'ai les informations du channel, etc. J'aurai les pièces attachées ou les mentions si jamais il y en avait dans ce cas de figure, mais il n'y en a pas. Et encore une fois, pour accéder à toute cette information là, j'ai juste fait toute l'affaire de validation des signatures, validation des tokens, déchiffrement de la clé privée et déchiffrement des données que je vous expliquais tout à l'heure, mais je n'ai pas besoin de rappeler le graphe pour obtenir cette information. Ce qui explique pourquoi c'était aussi si rapide, c'est parce qu'il y a eu moins d'aller-retour entre le graphe et mon application. Donc maintenant, si on regarde le code, je vérifie, pour l'instant, il n'y a pas de questions, ça va. Donc la première chose que j'ai faite, évidemment, c'est de créer ma souscription. Donc comment ça se fonctionne si je vais mettre ça un peu plus grand? Non, c'est vrai que Ctrl+ ne marche pas sur Visual Studio. On va tasser ça aussi ici. Adrien, est-ce que tu peux me confirmer que c'est assez grand, que vous voyez bien de votre côté? Oui, de mon côté, c'est bon. Parfait, merci. Donc là maintenant, ça fonctionne, c'est qu'ici, j'ai utilisé le SDK du Microsoft Graph, le SDK en .NET, pour dire, voilà, je veux créer mon application, ma souscription en disant, voilà, graph client, point souscription, point requête, point en ajouter une. Et ici, voici ma souscription. Donc ma ressource, c'est ce que je veux observer, c'est ce que j'ai mis dans mes configurations tout à l'heure. Le type de changement, c'est pareil, quel type de changement, créer, modifier ou supprimer que je veux observer. L'URL à laquelle tu vas me rappeler, c'est celle-ci, donc c'est aussi ce qu'il y avait dans mes configurations tout à l'heure. Je veux que ma souscription, elle dure tant de temps, donc là j'ai mis 15 minutes pour, oui je crois que c'est 15 minutes, 15 minutes pour cet exemple, mais bon, vous pourriez l'étendre jusqu'à 1 heure ou 3 jours, dépendamment des ressources. Et ici, voici ce qui est important, les trois champs qui sont nouveaux avec les notifications riches ou les notifications qui contiennent des données. Oui, je veux que tu me donnes les données quand il y a une notification, donc pas juste la notification, mais aussi les données qui vont avec. Et voici le certificat que je veux que tu utilises, qui est un certificat que j'ai auto-généré, qui est stocké dans un Key Vault dans Azure, mais que vous pourriez stocker localement, que vous pourriez stocker dans la base de certificats Windows. Enfin, vous avez tout un tas d'options pour stocker ce certificat, vous n'avez pas besoin d'avoir Azure Key Vault. C'est juste que là, dans ce cas de figure, c'est plus facile pour moi. Et puis après, je stocke ma souscription plus tard pour pouvoir l'utiliser et la récupérer plus tard. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai fait ça, je vais recevoir des notifications et ça va se passer ici, dans Listen. Donc il y a une première étape qui est de répondre à la validation du graphe. Le graphe, quand vous créez la souscription, va aller envoyer une requête pour voir que le endpoint est bien disponible et qu'il est bien capable de communiquer avec votre application. Donc là, c'est ce qui se passe avec le validation token. Si j'ai une validation, je fais juste lui retourner la valeur de la validation pour dire oui, c'est bien un endpoint qui m'appartient à moi et qui est là pour recevoir des notifications et pas pour autre chose, donc c'est bon. Et donc ça arrive de temps en temps, régulièrement, le graph valide votre endpoint, c'est normal, il faut répondre à la validation. Et une fois que j'ai fait ça, je reçois automatiquement ma notification en JSON. Et donc là, ce que je fais, c'est que, ma collection de notifications en JSON, donc ce que je fais, c'est que je désérialise du JSON, là, il n'y a rien de très compliqué avec ça. Et une fois que ça c'est fait, je vais aller déchiffrer ma notification. Donc comment ça se passe? Ça se passe en plusieurs étapes ici. La première étape, c'est évidemment de valider les tokens, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ici, j'ai ce petit service qui me permet de faire ça. Si je vais dans valider les tokens ici,
qu'est-ce qui se passe? J'ai mon token, mon JOT que je passe à ce service. Ce service utilise les librairies Microsoft.Identity Model, etc., qui font tout pour moi en fin de compte. Je vais juste lui dire, voici le token, voici ce que je veux que tu valides, l'issuer, l'audience, la signature du token, le lifetime. Voici les issuers qui sont valides, voici les app ID qui sont valides pour l'audience, et valide ça pour moi. Et en fait, en gros, il me dit, si c'est valide, il va juste continuer et puis c'est correct. Si c'est pas valide, il va m'envoyer une exception. Et donc moi, je retourne que c'est pas valide dans ce cas-là. Donc ça, c'est assez simple. J'utilise une librairie juste pour lui dire, voici le token, voici ce que je veux que tu valides, dis-moi si c'est valide ou non. Et puis on passe à la suite. Donc c'est ce que je fais. Donc maintenant, si on revient ici, donc là, à cette étape-là, j'ai validé tous les tokens qui étaient attachés à ma collection de notifications de changement. Et la prochaine étape que je vais faire, justement, c'est de déchiffrer mes notifications. Ça se fait en plusieurs étapes, donc si on va voir ça. J'ai dans plusieurs informations que je passe. La première, c'est le champ data, qui est le payload qui est chiffré. Le deuxième, c'est la clé symétrique qui est chiffrée aussi. La troisième, c'est le champ signature qui est pas chiffré, mais qui est là, qu'il faut décoder. Et le quatrième, c'est le certificat tel qu'il est sérialisé dans mon stockage de sérialisation. Donc la première chose que je fais, c'est désérialiser mon certificat depuis mon stockage et m'assurer qu'il est disponible pour pouvoir l'utiliser par la suite. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'obtiens les clés qui sont contenues dans le certificat. Et après, je commence à faire ma décryption. Donc, ici, la première chose que je fais, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que je vais utiliser la clé symétrique que j'ai décodée, la clé privée asymétrique que j'ai récupérée dans mon certificat, pour aller chercher la clé symétrique temporaire qui est contenue avec la notification, et je vais justement aller la chercher. Et après, ce que je fais ici, c'est que je compare les signatures. Donc, dans un premier temps, j'ai utilisé ma clé symétrique que j'ai déchiffrée, et je viens calculer la signature de mon côté, et je compare avec la signature qui m'a été donnée. Et si c'est correct, je continue. Si c'est pas correct, ce que je fais, c'est que je vais envoyer une exception pour dire, bon, on s'arrête là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut s'arrêter tout de suite. Et en dernier lieu, donc ce que je fais, c'est qu'une fois que je suis allé chercher mon certificat, que j'ai accès aux clés qui sont disponibles avec mon certificat dans un premier temps. 2, que je suis allé chercher la clé privée déchiffrer la clé privée qui est attachée avec la notification. 3, que je suis allé comparer les signatures en utilisant cette clé privée et en utilisant la signature qui m'a été fournie. Et 4, la dernière étape, c'est vraiment d'aller chercher les données, d'aller les déchiffrer. Donc là, ce que je fais, c'est que je déchiffre les données pour autant. Je les remets sous forme de string, de chaîne de caractères, et je peux utiliser ça directement. Donc une fois que j'ai utilisé ça, que j'ai déchiffré ça, là, ce que j'ai à ce moment-là, c'est la notification, la représentation en JSON de la notification, enfin des valeurs et des données qui sont contenues avec la notification, en JSON que je peux utiliser pour faire tout ce que je veux avec mon application. Et donc, ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'utilise Socket.io. Si je ne dis pas de bêtises, c'est soit Socket.io, soit SignalR, c'est un des deux, qui me permet de dire, voici la notification, voici le contenu de la notification, envoie-le au client pour que le client puisse l'afficher. Donc, c'est comme ça qu'ici, je l'affiche directement dans cette étape ici. Et puis c'est ça. Si j'avais pas eu ça, donc là, j'ai pas besoin de rappeler le graphe pour obtenir les données. Encore une fois, j'ai juste fait du déchiffrement en local. Il n'y a rien qui a rappelé le graphe. Si j'avais pas eu ça, dans ce cas-là, j'ai cette autre méthode qui est démontrée ici. Ça, c'est pour les notifications qui ne contiennent pas les données, donc les notifications de type classique. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher mon client, je vais m'authentifier et je vais envoyer une requête au graphe pour obtenir les données qui ont changé. Donc ça demande un peu plus d'aller-retour et ça me permet justement, dans les cas des notifications classiques, d'aller accéder aux données qui ont changé. Et pareil, une fois que c'est fait, de les envoyer côté client, côté front-end, pour que ça soit affiché dans le front-end directement. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent, ou est-ce que c'est clair, ou est-ce qu'il y a des parties du code que vous voudriez revoir? N'hésitez pas. On est en petit comité, donc c'est l'occasion pour vous de poser des questions si jamais vous en avez. Non? Très bien.
Oui, vas-y, Ariane. Je vois pas de question qui est posée pour l'instant. Moi, j'ai une question beaucoup plus généraliste sur Graph, donc je préférerais attendre que tu aies bien tout fini pour la poser, quoi. Parfait, ok. Donc, je vais repasser sur les slides pour vous parler des 2-3 dernières choses dont je voulais parler, puis après on pourra ouvrir pour des questions plus génériques si vous voulez. Donc, avant de vous laisser, avant de passer à la conclusion, j'ai 2 choses qui seraient peut-être intéressantes pour vous à explorer qu'on ne va pas détailler ici. La première, c'est ce qu'on appelle les Lifecycle Notifications. Donc ça, ce sont des notifications à propos de vos souscriptions. Donc, ça marche avec les notifications de type classique et ça marche avec les notifications de type riche. Ça n'a pas d'importance de quel type de notification vous utilisez. Et à quoi ça sert ces affaires-là? Ça sert à tous les cas où votre souscription potentiellement a été mise en pause ou supprimée pour des raisons diverses et variées qui sont pas forcément dans votre contrôle, juste pour dire à votre application, hey, tu vas arrêter de recevoir des notifications par rapport à cette souscription. Voici pourquoi. Peut-être que tu peux faire quelque chose avec, ou peut-être que tu ne peux pas faire grand-chose, mais que votre application sache que la souscription a été arrêtée pour diverses raisons. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer un cas de figure où vous souscrivez au message que reçoit un usager, et puis cet usager, soit il a réinitialisé son mot de passe parce qu'il avait perdu son mot de passe, ce qui arrête toutes les souscriptions par défaut, soit il a été supprimé parce qu'il a quitté la compagnie, ce qui va supprimer votre souscription, soit il y a une stratégie de validation des données et de la sécurité qui fait qu'il va falloir réévaluer l'authentification avant que vous puissiez recevoir d'autres notifications. Et tous ces événements-là, si vous vous abonnez à ces informations-là, ça va vous permettre à votre application de pouvoir être intelligente et de pouvoir se rétablir si jamais il y a quelque chose qui se passe dans le graphe qui impacte le flux de notifications qui va arriver vers votre application et qui va à la fin impacter l'expérience usager. Et ça va vous permettre à votre application soit de dire à l'usager, hey, on sait que tu as réinitialisé ton mot de passe, est-ce que tu peux juste venir te réauthentifier pour qu'on puisse réactiver la souscription pour que tu reçoives tes notifications, ou ça va permettre à votre application de dire hey, on sait que tu as changé quelque chose en termes de politique, de stratégie de sécurité au niveau de l'entreprise. Est-ce que tu peux te réauthentifier pour qu'on puisse continuer à recevoir les notifications pour que tu puisses continuer à recevoir ce qu'il y a à recevoir? Ou ça va vous permettre de dire ah, cet usager il a été supprimé. Bon, dans ce cas-là, nous, on va supprimer les données qu'on a qu'il représente de notre côté. Etc., etc. Ça va vous permettre, encore une fois, à votre application d'être plus intelligente et de pouvoir se rétablir si jamais il y a des problèmes. Donc, ça marche exactement de la même manière que les autres notifications, parce que c'est une fonctionnalité en plus des notifications de changement. Et à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer votre souscription de la même manière, c'est exactement identique, sauf qu'en plus, vous allez donner, en plus de donner un endpoint pour recevoir les notifications, des données qui ont changé, etc., vous allez donner un second endpoint en disant si tu as les lifecycle notifications à m'envoyer, envoie-les-moi à cette adresse-là pour que vous puissiez les traiter. Et quand il y aura des lifecycle notifications, elles seront envoyées à cette adresse-là. Donc, à vous d'implémenter les différents cas de figure de type réauthentifier, réévaluer la sécurité, usager qui a été supprimé pour implémenter ces différents cas de figure-là et faire ce qu'il y a à faire dans votre application. Et potentiellement, certaines de ces étapes vont vous demander d'aller communiquer avec l'usager pour lui dire hey, viens recliquer sur le bouton pour que je puisse recevoir les notifications, ou viens dans l'application, utiliser notre application, etc. etc. L'autre chose qui peut être intéressante pour vous, c'est de recevoir les notifications via Azure Event Hub. Donc ça, c'est encore en preview aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'au lieu de recevoir vos notifications via un endpoint HTTPS qui est disponible publiquement, vous allez les recevoir via l'infrastructure de distribution de messages qui s'appelle Azure Event Hubs. Ça va être surtout intéressant pour les applications qui reçoivent beaucoup de notifications, qui ont un grand volume et qui vont potentiellement pouvoir router les messages en disant voilà, tous nos usagers qui sont dans la partie Nord-Amérique, on va les envoyer vers un centre de traitement qui est en Nord-Amérique. Tous les usagers qui sont dans la partie Europe, on va les envoyer vers l'Europe, etc., etc. Et de se reposer sur l'infrastructure Azure Event Hubs pour ce genre de traitement au volume et ce genre de routage des notifications, etc. Pour vous. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'au lieu d'envoyer un endpoint public, quand vous faites votre souscription, vous allez envoyer
une adresse sur un Key Vault Manager qui va contenir la connection string vers l'Azure Event Hubs, et comme ça, le Graph va savoir qu'au lieu de le vouloir sur un endpoint public, vous voulez en fait recevoir vos notifications via Azure Event Hubs. Il va aller contacter votre Key Vault pour obtenir la connection string et envoyer les messages dans le Event Hub directement pour vous. Et ça marche encore une fois pour les notifications classiques, pour les notifications riches, pour les Lifecycle Notifications aussi. Encore une fois, c'est décorrélé. Ce sont d'autres types de fonctionnalités qui sont bâties et ajoutées à la fonctionnalité principale. En conclusion, puis après on pourra passer aux questions comme ça. Il faut vraiment éviter de requêter de manière périodique le Microsoft Graph, de dire hey, est-ce que tu as des changements pour moi? Hey, est-ce que tu as des changements pour moi? Hey, est-ce que tu as des changements pour moi? Quand vous le pouvez, quand c'est disponible, implémentez les notifications de changement de type classique, et si même vous pouvez, implémenter les notifications de type riche. Comme ça, vous avez encore moins d'aller-retour à faire avec le Microsoft Graph, vous obtenez les données directement. Tout ça, ça va vous permettre de bâtir des expériences usagers qui sont réactives, qui mettent à jour les données en temps réel ou quasi temps réel, et qui fournissent vraiment une bonne expérience usagée au final aux usagers. Et si jamais vous vous retrouvez dans des scénarios où les notifications de type classique ou les notifications avec ressources, avec données, ne sont pas disponibles, n'hésitez pas à aller sur microsoftgraph.uservoice.com pour aller demander le support de ressources supplémentaires. Avant de passer aux questions, je vais vous laisser 2 secondes avec ce Q-bar-là ou ce lien-là. Ça, c'est les liens vers la documentation, les liens vers les repos de code que je vous ai montré, celui en .NET, mais il y a aussi celui en Node.js et celui en Java qui sont là, et les liens vers des formations qui vous permettent vraiment d'aller en détail dans ces types de capacités-là et ces types de fonctionnalités, et de l'implémenter dans vos applications. Je vais mettre une pause pendant 30 secondes là-dessus, le temps que vous puissiez noter le lien. En fait, je vais mettre le lien dans le chat, ça sera plus simple pour tout le monde. Voici le chat. Et voilà, si vous avez des questions, comme le dit Adrien, n'hésitez pas à poser vos questions, à vous démuter, je ne sais pas si ça se dit en français ça, et poser vos questions. Sinon, si vous êtes timide, n'hésitez pas à utiliser le chat aussi. Il est là pour ça. Et puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui, et j'espère que vous avez appris plein de choses, que ce soit à ma session ou aux autres sessions. Et puis passez une bonne journée. Merci beaucoup. Alors, je vois pas de questions arriver, du coup, je vais te poser la mienne, mais qui est un petit peu décorrélée de la session que tu as présentée, qui était très intéressante. Même si, tu vois, d'un point de vue, moi, je suis pas développeur, je joue beaucoup plus avec la Power Platform qu'autre chose pour interagir avec le graphe. Donc, à voir dans quelle mesure ça peut éventuellement s'intégrer dans des solutions qui vont être construites à travers la Power Platform. Maintenant, d'un point de vue plus général sur Graph API, aujourd'hui, je trouve que, et les échanges que j'ai avec d'autres personnes semblent le confirmer, qu'on a un petit peu un problème avec le côté bêta V1 et le fait qu'il y a énormément de choses qui sont en bêta et qui nous posent des problèmes pour avancer dans des solutions. Et du coup, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que c'est un blocage quelconque interne chez MS qui fait qu'on ne peut pas avancer rapidement sur la mise en place en V1 de certains endpoints en bêta? Ou est-ce que MS attend d'avoir une certaine volumétrie qui prouve que le endpoint fonctionne correctement avant de le passer en V1? Parce qu'aujourd'hui, on est un peu confronté avec un peu entre le marteau et l'enclume quand on construit des solutions, parce qu'on a d'un côté des outils côté graph qui sont en bêta, et d'un autre côté du marketing MS qui nous pousse à mettre en place, je prends l'exemple le plus flagrant, les templates de Teams qui sont là depuis quasiment 1 an et qui du coup incitent, je prends mon cas très personnel, mais ça peut être le cas sur d'autres endpoints, je pense, incitent à continuer à faire les choses en V1 parce que les bonnes pratiques disent que la V1, c'est quand même celle qui est à mettre en production. Mais d'un autre côté, des fois, quand on échange avec certaines personnes de MS à travers GitHub dans des issues qu'on peut poster, on a des recommandations de non, utilisez plutôt ce endpoint, on regarde, il est en bêta, on fait bon, mince, du coup, c'est compliqué. C'est une vaste question, ça. Alors, pour répondre à la première partie de la question qui était avec la Power Platform, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
quasiment pas tous, mais quasiment tous les déclencheurs dans Power Automate qui se basent sur des données dans le graphe, type accès aux messages, type messages dans Teams, etc. Tous ces déclencheurs-là, en fait, se reposent sur des change notifications derrière. Enfin, quand ils font juste créer une souscription et la renouveler automatiquement pour vous, ce qui fait qu'après, en fait, le flow en question, le Power Automate, en fait, il a une URL publique sur laquelle il reçoit la notification de changement et c'est comme ça qu'il se déclenche de manière automatique. Et c'est pour ça que des fois, vous avez besoin de vous réauthentifier pour renouveler l'authentification qui va permettre de renouveler la souscription derrière, etc. etc. Donc ça, c'est par rapport à l'usage que Power Platform peut faire de ce que j'ai montré aujourd'hui. Par rapport aux commentaires sur bêta, V1, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de choses. Ah oui, et puis merci. Au fait, j'ai oublié de le dire, mais il y a Jean-Pierre qui a mis dans le chat les liens pour les évaluations, que ce soit de la journée au global ou que pour ma session à moi. Et n'hésitez pas à aller remplir ce genre d'évaluation. C'est très important pour les organisateurs et pour les conférences, pour savoir comment ils peuvent améliorer soit l'événement, soit le format, et pour les conférenciers, comment ils peuvent améliorer leur session, leur manière de présenter, etc. Donc c'est vraiment important de remplir ces enquêtes. Et donc, oui, pour revenir à la question, il y a énormément de choses qui se passent en fait entre le moment où on dit on aura peut-être besoin d'une API, peut-être que ça arrive sur une discussion sur User Voice ou sur une priorité produit dans les groupes produits, et cette API arrive quand elle arrive en V1, qu'elle est prête pour la production, etc. Il y a des choses qui se passent en termes de design, il y a des choses qui se passent en termes de, évidemment, d'implémentation de code, il y a des choses qui se passent en termes de support, il y a des choses qui se passent en termes d'évaluation de performance, d'évaluation de coût de l'API, parce que ces API ont un coût pour les supporter. Il y a aussi le feedback de la communauté. Donc, il y a tout plein de choses qui se passent en parallèle, bien souvent, sur ces API qui arrivent. On essaie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, l'équipe du graphe dont je fais partie, elle est là pour fournir une plateforme qui permet à toutes les équipes produits d'aller ajouter leurs API, d'avoir un support avec des SDK, d'avoir une authentification unifiée, etc., etc., etc. Et donc, nous, on est là en tant qu'équipe service à ces équipes produits qui est là pour leur dire, voici notre service, venez ajouter vos API, mais ultimement, ce sont les équipes produits qui font le choix de quelles API elles vont publier, à quelle vitesse, et quand est-ce qu'elles sont confortables de passer de bêta à V1, etc. Ce sont eux qui font tous ces choix-là. Nous, on est juste là pour les épauler. On est aussi là pour les guider, pour leur fournir tout un tas d'outils de processus qui vont les aider. Donc, la situation peut être très variable d'un produit à l'autre chez Microsoft, avec certaines équipes qui sont très rapides pour passer de la bêta à la V1 et d'autres qui sont un peu plus lentes pour tout plein de raisons diverses et variées. Maintenant, il peut arriver à des situations où, typiquement, on a une API en V1 qui est, après avoir eu pas mal de retours de la part des clients, des communautés, des partenaires, etc., qui n'est pas forcément optimale, et on développe une nouvelle API en bêta pour adresser tous les défauts de cette API qui est présente en V1. Donc, on a cette situation, notamment avec tout ce qui est groupe versus Teams, les templates dont tu as parlé, et 2-3 autres cas de figure, où on a les API qui sont en V1 qui sont là disponibles pour la production, mais qui sont soit des API qui sont lentes, soit des API qui ont des scénarios qui n'ont pas été prévus, soit qui ne sont pas des API qui sont super flexibles dans un tas de contextes, et qui sont là en V1, donc qui sont recommandés pour la production. Et on a des API qui sont là en bêta, qui font l'équivalent ou plus, ou différents scénarios, qui sont en bêta, elles, parce qu'elles sont encore en train de développer. Et donc, c'est un peu une situation un peu difficile, parce que d'un côté, on peut te dire, voilà, tu as une expérience qui est supportée, mais pas terrible en V1. Et de l'autre côté, tu as une expérience qui est meilleure, mais pas supportée en bêta. Et là, on est un peu entre deux chaises, et il faut juste attendre que le travail qui est fait en bêta arrive en V1 pour satisfaire des deux mondes. Je comprends. La meilleure des choses à faire dans ce cas de figure, c'est d'engager avec les équipes produits en question et de leur donner du feedback en disant, voilà, là ton API elle est bien pour ça, là ton API elle est pas bien pour ça, là j'en ai besoin en bêta, j'en ai besoin que ça passe de bêta en V1 pour telle et telle raison, etc. etc.
Et généralement, ils vont essayer, si plus il va y avoir de retours clients qui disent qu'il y en a besoin, qui disent qu'il y a des choses qui sont bien, d'autres choses qui ne sont pas bien, plus ça va les inciter à faire quelque chose et à changer la situation ou à améliorer la situation ou à faire bouger les choses tout simplement, quoi. Oui, c'est toute la logique du user voice, je partage pleinement. C'est quelque chose sur lesquels même je prends d'autres personnes de la communauté et essaye de partager le plus possible parce qu'on a bien compris que c'était aussi la meilleure manière de diffuser en même temps l'information de certaines personnes qui peuvent rencontrer des problèmes sans savoir qu'il y a un vrai blocage et que ça mériterait de voter, par exemple. Clairement, clairement, ça aide beaucoup à faciliter la discussion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après nous, en tant qu'équipe support, entre guillemets, qui fournit la plateforme du graphe, on a fait plusieurs travaux de fond, qui viennent aider à livrer ces applications, ces API plus rapidement de bêta vers V1. On demande aux équipes produits d'essayer de s'engager à livrer ça en bas de 180 jours, donc de 6 mois. On on leur fournit tout un tas d'outils qui leur permettent de livrer ça de manière plus rapidement. On essaie d'améliorer continuellement ces outils-là, plus facile pour eux. Et il y a d'autres choses dont je ne peux pas parler en termes de métriques et de politique interne de chez Microsoft, mais on essaie vraiment d'aider les équipes produits à livrer les meilleures API possibles dans les meilleures conditions possibles, le plus rapidement possible. Après, il y a tout un tas d'autres priorités qui font que des fois, Bien sûr. mis en pause ou que ce soit. Je prends par exemple l'exemple des tâches dans le graphe. Ça a été toute une épopée de savoir les tâches Outlook, les tâches To-Do, les tâches Planner, les endpoints, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les déprécie, blablabla. Enfin, il y a eu tout un tas d'allers-retours. Et notamment, il y a eu des discussions qui ont été super intéressantes. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais maintenant, on a effectivement un processus qui permet aux équipes produits de déprécier certaines choses dans le graphe. Il est possible qu'ils aient livré un truc en V1, et quand les équipes produits livrent un truc en V1, ils sont obligés de le supporter ad vitam aeternam, ou en tout cas jusqu'à présent. Et ça pose un gros problème, parce que si les clients, les partenaires disent « ouais, mais ton API, elle n'est pas terrible, je préférerais avoir ça », ou s'ils amènent d'autres fonctionnalités, ils ont besoin de changer la forme de l'API, ce n'était pas forcément possible. Maintenant, on a un cycle de vie qui permet, sous 2 ans, d'aller changer une propriété, d'aller changer une entité, d'aller déprécier une entité. Bon, tout ça, c'est encadré par le cycle de vie chez Microsoft et le cycle de support produit chez Microsoft, qui va leur permettre de faire ça sans juste tirer la plug sur le client et dire « Hey, on enlève la propriété, débrouillez-vous ». Non, 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 il y a un cycle de 2 ans qui est prévu par rapport à ça. Mais maintenant, ils ont cette possibilité justement d'aller introduire des changements qui vont prendre plusieurs années et qui vont être supportés par les équipes de support Microsoft, bien entendu, mais qui vont leur permettre de changer des erreurs ou de corriger les erreurs qu'ils ont faites dans le passé, quoi. Et donc ça, c'est tout bête, mais il y avait tout un tas de scénarios où les équipes produits s'étaient bloquées elles-mêmes parce qu'elles avaient designé une API qui était arrivée en V1, qui n'était pas forcément optimale, ou des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé en termes de scénarios. Et s'ils veulent livrer des nouveaux scénarios ou livrer quelque chose de meilleur, ils sont obligés de changer quelque chose. Et ça, changer quelque chose, ce n'était pas possible jusqu'à présent dans la V1. Maintenant, on a un cycle de vie de 2 ans qui permet de le faire. C'est très intéressant de savoir ça. Ouais, pas de souci. Et avec ça, je pense qu'il est 11h15 ou enfin 11h14. Enfin, chez moi, chez vous, il est 4h15, je pense. 5h15. C'est ça. Je pense que c'était l'heure limite pour la session. Je ne sais pas s'il y a une dernière question que je pourrais prendre rapidement. Je vois effectivement une dernière question dans le chat à propos du HTTPS. Comment avoir un certificat public avec un domaine Azure du type tenant-name.microsoft.com? C'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui est quelque chose en Microsoft.com, en fait, vous n'avez pas la main là-dessus. C'est un nom de domaine qui effectivement appartient à Microsoft. Donc, la réponse, si tu veux avoir un certificat public avec ce nom de domaine-là sur une application Azure, pas sur quelque chose qui est dans Office 365, c'est pas possible parce que le domaine ne vous appartient pas et parce que vous n'allez pas pouvoir créer des sous-domaines. Donc vous, ce qu'il va falloir, c'est créer quelque chose soit sur quelque chose.azurewebsites.net, soit sur quelque chose.windows ou .azure.edge.net, où il y a d'autres domaines qui sont utilisés par Azure. Pour le cas des web apps Azure, par défaut, ça vient avec un nom de domaine public, parce qu'il faut bien adresser l'application en question. Et par défaut, ça vient avec un certificat aussi, public, valide, etc., en HTTPS.
Et ça fera mon application.azurewebsites.net. Après, si vous utilisez d'autres noms de domaine qui ne sont pas ceux qui sont fournis par défaut par Azure, il faut acheter le nom de domaine, il faut acheter le certificat et configurer la web application ou le service que vous utilisez dans Azure pour qu'il utilise ce domaine et ce certificat de manière coordonnée, quoi. Une précision que je voudrais apporter pour tout ce que, quand j'ai parlé des certificats pour les notifications des ressources, ce n'est pas un certificat public, hein, c'est juste un certificat self-sign, enfin auto-signé. Il n'y a pas besoin de certificat public pour utiliser, à part pour le HTTPS évidemment, mais pour la partie chiffrement, déchiffrement des notifications et des données, il n'y a pas besoin de certificat public pour ça. Vous pouvez utiliser un certificat auto-signé qui est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer pour ça, quoi. Et avec ça, on est à 11h16. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vos questions, etc. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi. Merci à tous.